des auto-reproches. Ça, c'est très intéressant, parce qu'en général, mais il faut les développer après. Ça, c'est un sujet des thèses doctorat, si vous voulez faire quelqu'un. Voilà, par exemple, hein, les formes grammaticales des auto-reproches. C'est quoi les formes grammaticales? Regardez. On dit, les profondément mélancolisés, déprimés. Merde, alors si je n'avais pas, ou bien, si seulement je n'avais pas, alors donc j'aurais dû ne pas faire ceci ou cela. Voilà. Ça c'est vrai, ça ce sont des formes grammaticales récurrentes. Des autres accusations, des autres réformes. Si je n'avais pas, si ça n'était pas arrivé. Donc on a un rapport avec cette histoire-là. Mais ça ne nous mène pas juste, ça c'est la pure évidence, cette phénoménologie. Donc on passe à la question de la bipolarité. Qu'est-ce qui veut dire la bipolarité? Et est-ce que nous pouvons encore parler des bipolaires? Est-ce que la mélancolie est toujours une psychose bipolaire? Alors c'est très curieux parce que vous voyez, pendant les années 50-60, avec les travaux de Tellenbach, vous voyez, Hubertus Tellenbach, sur la mélancolie plutôt unipolaire. Hein? Tout son travail, qui est un grand bouquin, hein, c'est pour dire que la mélancolie profonde, quand elle est non accompagnée des manies, c'est une sorte, au fond, des grandes névroses obsessionnelles. Vous avez les traits des devoirs, des traits minutieux, des rangements, bon. Et donc, vis-à-vis de ça, les cliniciens psychanalystes, on s'est opposés, et on a parlé, mais non, on a dit non, et il s'agit d'une bipolarité dans la PMD. Il ne s'agit pas simplement, vous voyez, de questions. Et ça vient d'où? Ça vient du fait que si à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, nous avons quelqu'un comme Kraepelin qui avait réuni, n'est-ce pas, ces deux versants, plus des versants des intervalles libres, et les intervalles libres sont très importants à considérer. Ah, ça c'est un autre sujet des thèses doctorat, hein, des intervalles libres. Ça c'est très bien, ça c'est très intéressant, on peut faire plein d'études sur ça. Donc, ça est cette tripolarité presque, c'est une bipolarité, mais déjà à trois têtes, là, presque. C'est la manie, la dépression et les états intermédiaires, ou les intervalles libres, n'est-ce pas? Donc, quand Kraepelin met ensemble ça, dans son manuel de psychiatrie, fin du 19e, début du 20e, 1905, 1903, 1905, 1907, parce qu'il y a plusieurs versions de son manuel de psychiatrie, c'est vendu très bien. Et il développe ça. Qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps-là, nous avons deux personnalités. Nous avons les deux Karl Kleist et Karl Leonhard, en Allemagne. Leonhard étant influencé beaucoup par Karl Kleist. Il s'intéresse à quoi? Bien sûr qu'au facteur de personnalité, mais au facteur de personnalité pour séparer les états bipolaires des états unipolaires. C'est les premiers qui parlent de monopolarité. S'il y a une monopolarité, donc on n'a pas besoin de parler de polarité. Il n'y a pas de polarité que s'il y a un versant opposé. Donc, et il parle de ça. Et alors que tous les autres cliniciens, n'est-ce pas, liés à la psychanalyse, on va dans le sens de la bipolarité et au sens de la considération de la manie dans les états mélancoliques pour parler de la PMD, les autres, ils sont en train de séparer, de faire le travail opposé à celui de Kraepelin. Alors que Kraepelin, il avait réuni ces choses-là. Il avait réuni notamment, n'est-ce pas? Il avait réuni ces choses-là. Il avait notamment pris quoi? Les travaux de Falleret
Falleret, non pas le fils, mais Jean-Pierre Falleret, le père, dans son dispute, en 1850, avec Georges Baillarger, n'est-ce pas, il parle de la circularité, de la périodicité de ces états-là. Et ils se sont disputés, Baillarger et Falleret. Ils disent, ah non, 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 c'est moi qui ai dit ça en premier. Ils se sont disputés. Et ensuite, après est venu quoi? Quelqu'un de magnifique, Jules Cotard, en France, avec son syndrome, le syndrome de Cotard, superbe, n'est-ce pas? La première fois que j'ai rencontré une patiente cotardisée, excusez-moi, mais j'étais fasciné. Et voilà, il faut se méfier un peu de cette fascination aussi. Parce que c'est la première fois qu'une patiente me disait qu'elle n'avait pas de cerveau, qu'elle ne s'était pas mariée, qu'elle n'avait pas divorcé, qu'elle n'avait pas d'identité, qu'elle n'avait pas d'estomac, qu'elle n'avait pas de ventre, qu'elle n'était rien. N'est-ce pas? Et qu'il fallait que moi je l'appelle Madame Rien. Et donc d'un côté vous avez le syndrome des Cotard et de l'autre côté nous avons Kalban sur la catatonie. Donc il met ensemble tout ça, Kraepelin, pour fonder la psychose maniaco-dépressive. Et qu'est-ce qu'il fait après? Kleist, Léonard et tous les autres qui viennent. Puis vous avez Winocourt, vous avez Angst, n'est-ce pas? Ils vont suivre la même voie. Nous avons là des années 40. Paris aussi. Tous ces gens-là, ce sont les prédécesseurs de l'aberration du DSM. Ces gens-là, en fait, qui viennent démanteler le travail d'Émile Kraepelin. Alors, c'est très curieux que pour se donner un sens noble, les psychiatres américains officiels se revendiquent des Kraepelin, de dire qu'ils sont, alors qu'au fond ils sont anti-Kraepeliniens, puisqu'ils sont en train de revenir avec leurs idées des troubles, n'est-ce pas, des troubles, des comorbidités, n'est-ce pas, des démantèlements de toutes les structures psychopathologiques, à revenir à la période avant Kraepelin. Et même avant Cotard, avant Kalban. Jules Cotard et Kalban. Donc, pour aller très vite, et on s'est opposé à ces balancements entre trouble bipolaire ou trouble bipolaire, n'est-ce pas, pour dire si, il y a une bipolarité, de la PND, mais cette bipolarité, elle n'est pas persécution, mélancolie, n'est-ce pas, elle est mélancolie, manie, et qu'il y a la présence de la manie dans cette histoire, mais il reste à définir la manie. La manie, c'est pas simplement de l'agitation, comme la dépression, c'est pas simplement du ralentissement psychomoteur. Et ça, c'est comportementaliste, ça. C'est pour vous dire que quelqu'un qui est profondément déprimé, il est plus que morose, ralenti, il parle lourdement, d'accord. Mais ce n'est pas ça vraiment la dépression ou la mélancolie profonde. Il faut qu'il y ait, par exemple, des autres accusations, des autres reproches. Et ça, en fait, comme dans la manie, ça reste à définir. Donc, Angst, Paris, Winnicott, Clayton, tous ces gens-là, à la suite de Kleist et Léonard, vont démanteler le travail de Kraepelin. Et on arrive, après la découverte des antipsychotiques pendant les années 50, n'est-ce pas, quand on s'est rendu compte que certains médicaments pouvaient produire des états d'épilepsie artificiels, comme les électrochocs par exemple. Voilà. Si votre patient est maniaque et qu'il est trop agité et qu'il ne tient pas, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va le secouer bien,
Et comme ça, toute l'énergie de l'agitation, elle va être expulsée. Donc, on va l'agiter à partir des électrochocs. Des électrochocs, le processus simple et le processus complexe. Le processus simple, c'est celui qui est avec le sujet éveillé. Et l'autre, c'est avec l'anesthésie générale. Donc, l'idée, c'est de juste décalmer cette agitation, mais ça ne règle pas le problème de la manie. La manie reste là. Et donc, on arrive là, à partir de la découverte des antidépresseurs, des anxiolytiques, des neuroleptiques, une théorisation multi-axiale, dite consensuelle, dite athéorique, sans théorie. Alors que ça suppose bien, non ça suppose, mais ça existe bien une théorie là au fond, qui est celle de dire voilà, le problème est organique, les traitements pharmacologiques et les traitements auxiliaires, il est allé, si vous voulez, éducatif et psychothérapeutique. Si vous êtes gentil, pourquoi pas d'orientation analytique, et si vous n'êtes pas gentil, comportemental et cognitiviste. Et donc on supprime quoi? On supprime juste le côté visible, le côté sensible du symptôme, et non pas le symptôme lui-même. Rien que pour parler en termes symptomatiques. Mais bon, voyons maintenant qu'est-ce qui se passe sur sur la question de la manie, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et nous avons presque terminé là sur cette question-là. La manie, ça reste à définir. Et donc pour ça, nous avons recours à la psychiatrie classique. À la psychiatrie que la psychiatrie actuelle, la psychiatrie postmoderne rejette. C'est paradoxal parce que les psychanalystes aujourd'hui, certains, défendent plus la psychiatrie classique que les psychiatres eux-mêmes. C'est curieux, c'est paradoxal. Hein? Parce qu'à un moment donné, il y a une rupture. À un moment donné, les psychiatres sont arrêtés de penser. Et à un moment donné aussi, les psychiatres ont commencé à s'arrêter de faire eux-mêmes leur propre analyse. Ce qui est terrible aussi, mais ça c'est une autre question. Qu'ils ont commencé à arrêter et que donc ils se trouvent devant des patients, ils ne savent pas comment, ils savent juste appliquer des protocoles, à donner des médicaments, mais ils n'arrivent plus à manier les transferts, ils se font parfois agresser, et donc ça devient un bordel pas possible. Donc, la fuite des idées. Voilà ce qui nous intéresse, comment nous allons définir la manie. Bon. Ça commence donc l'histoire. Il était une fois, n'est-ce pas, Philippe Pinel. Ça commence comme ça, n'est-ce pas, où il parle des manies, c'est-à-dire tout d'un coup, n'est-ce pas, des manies qui sont, et quoi, il parle plus des accès critiques, des crises. Hein? Et il y a des gens, tout d'un coup, qui deviennent fous dans la rue, peut-être parce qu'il commence à faire chaud, n'est-ce pas, ou quand il fait beau. Il y a des sujets qui ne supportent pas que les gens soient heureux. Ils ne supportent pas que les gens, qu'il fasse beau, ou parce qu'il fait chaud, il y a quelque chose qui se passe. Alors est-ce que c'est la saison? Est-ce que c'est, n'est-ce pas, tout d'un coup il y a des accès, il y a des gens qui deviennent fous, alliés. Et donc là nous avons deux types de crises. Les crises qui sont continues et les autres qui sont intermittentes. Ça existe et puis ça se calme, ça existe et puis ça se calme. Voilà la première position de Pinel. Et arrive bientôt après Esquirol, et il s'intéresse à, non pas seulement les accès, puisque, attention, quand Pinel disait manie, ce n'est pas l'état maniaque d'aujourd'hui que nous utilisons en termes d'état manie, c'est autre chose. Là, c'est toute la folie. La manie pour Pinel, c'est la psychose, si vous voulez l'appeler comme ça. Et donc Esquirol va reprendre le terme de manie et celui de mélancolie, de polynie. Et il va amener une autre position, il va s'intéresser plus à la fureur et à l'apathie. On dit, voilà, il y a des fureurs, il y a des positions furieuses, il y a plusieurs types de fureurs. Après, on pourra étudier ça.
Et il établit presque une première phénoménologie, si on ose dire, de la mélancolie maniaque. Alors, il parle